Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales et je cède la parole au chef de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le Président. Nous avons assisté dans les derniers jours à un événement bouleversant. Un ministre du gouvernement a avoué, et on ne mange pas nos mots, avoir effectué un congédiement politique. Un fonctionnaire de plus de 30 ans d'expérience est maintenant en disgrâce en attendant d'avoir la chance d'être entendu par un arbitre. Monsieur le Président, il y a quelque chose d'éminemment injuste, à savoir qu'un expert qui a travaillé toute sa vie pour protéger les citoyens du Québec doit maintenant attendre des mois, peut-être même des années, avant d'obtenir une décision. Il le fera, Monsieur le Président, en toute vraisemblance, sans salaire. Une enquête de la protectrice du citoyen, c'est une chose, mais le premier ministre ne peut pas se réfugier derrière celle-ci pour diminuer l'importance de la faute qui a été commise par son ministre. Ma question est simple au premier ministre. Est-ce que ce dernier s'engage à permettre au fonctionnaire, M. Robert, de réintégrer ses fonctions le temps qu'un arbitre analyse et tranche rapidement sur ce congédiement politique? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, d'abord, je veux rappeler que les faits qui sont reprochés à l'agronome datent du gouvernement libéral. Je veux rappeler aussi que le sous-ministre qui a congédié cet agronome était là avec le gouvernement libéral. C'est la décision du sous-ministre qui a été exécutée. Maintenant, on a demandé à la protectrice du citoyen de revoir les raisons pourquoi cette personne a été congédiée par le sous-ministre. Et évidemment, quand on aura cette décision, on agira en conséquence. Mais je veux rappeler, en terminant, que la CAQ ne doit rien à personne, que les personnes qui ont connaissance de décisions de corruption, de collusion qui vont contre les intérêts des Québécois, moi, je les invite à dénoncer ces faits. Donc, on va continuer de protéger les lanceurs d'alerte. Pour ce qui est du cas de l'agronome en question, on va attendre la décision de la protectrice du citoyen. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, le premier ministre ne peut pas s'en laver les mains aussi facilement. Son ministre il a donné au moins 4 versions différentes à la population. 4 versions. Depuis quand le bureau du premier ministre est-il au courant de ce congédiement et quelle version son ministre lui a-t-il donnée? Monsieur le premier ministre. Oui, Monsieur le Président. Bon, d'abord, j'ai appris le congédiement probablement en même temps que le chef de l'opposition officielle, donc en lisant les journaux. Maintenant, c'est un congédiement qui a été fait par un sous-ministre qui est là nommé par les libéraux. Ce n'est pas une nomination politique, ce n'est pas une décision politique, c'est une décision administrative et c'est une décision qui va être revue par la protectrice du citoyen. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Il y a beaucoup d'incompétences, Monsieur le Président, dans ce dossier. 4 versions du ministre et on se demande laquelle est vraie. Le premier ministre s'est toujours vanté de donner l'heure juste aux Québécois. Je pense que les Québécois ont le droit de savoir. Est-ce que le premier ministre, d'abord, a toujours confiance en son ministre? Monsieur le premier ministre. J'ai toujours confiance à mon ministre de l'Agriculture. Maintenant, ce que le chef de l'opposition officielle est en train de nous dire, c'est que lui, il juge que le sous-ministre qui a été nommé par les libéraux est incompétent. C'est son choix. Moi, je vais attendre d'avoir la version de la protectrice du citoyen avant de qualifier les gestes du sous-ministre. Troisième question complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. On voit d'ailleurs que le premier ministre n'a pas beaucoup d'égards pour l'employé qui a été congédié d'aucune façon parce que, encore une fois, il s'en remet à la protectrice du citoyen seulement. Un expert a été congédié pour avoir alerté les Québécois. Le premier ministre pense-t-il vraiment que son ministre est le mieux placé pour protéger la santé des Québécois? Va-t-il, comme son ministre, se fier à son intuition? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, je constate que le chef de l'opposition officielle n'a pas beaucoup d'égards pour le sous-ministre qui était pourtant choisi par le gouvernement libéral.
Jusqu'à preuve du contraire, on doit avoir confiance au sous-ministre puis à la décision du sous-ministre. Si la protectrice du citoyen arrive à une autre conclusion, on agira en conséquence. Question principale, Monsieur le député de Lapinière. Monsieur le Président, devant n'importe quelle cour de justice, un témoin qui offrirait 4, 5, 6, 7 témoignages différents et contradictoires serait qualifié par n'importe quel juge de témoin non crédible. C'était moi, c'était pas moi, c'était le sous-ministre. Les arguments dans la lettre de congédiement étaient vrais, ils n'étaient pas vrais, il y en a d'autres, selon le premier ministre. Ce matin, on était rendu dans l'intuition. Je regarde ça, Monsieur le Président, et je pense qu'aujourd'hui, le tribunal de l'opinion publique considère que c'est non crédible. Et quand c'est non crédible, l'enjeu devient la confiance du citoyen envers l'État. Alors aujourd'hui, je vais donner une chance. Qui est Monsieur le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Monsieur le Président, les Québécois et les Québécoises posent de nombreuses questions dans ce dossier et il est primordial que les Québécois et les Québécoises obtiennent des réponses. C'est pourquoi, Monsieur le Président, hier, j'ai demandé à la protectrice du citoyen de faire enquête afin de faire toute la lumière dans ce dossier et que les Québécois et les Québécoises reçoivent toutes les réponses auxquelles ils ont droit. Première complémentaire, Monsieur le député de Lapinière. Monsieur le Président, le 8 janvier dernier, le premier ministre a procédé à un remaniement ministériel. Il nous avait dit alors qu'il était un gouvernement à l'écoute de la population en matière d'environnement. Mais on sentait à l'époque qu'il y avait un malaise. Est-ce que le premier ministre, aujourd'hui, perçoit le malaise grandissant dans la population quant à l'affaire de son ministre de l'Agriculture? Monsieur le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Monsieur le Président, nous percevons tellement que les Québécois et les Québécoises ont besoin de réponses claires dans ce dossier-là. C'est exactement pour ça qu'hier, j'ai demandé à la protectrice du citoyen de faire enquête afin d'avoir toute la lumière dans ce dossier, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Lapinière. Monsieur le Président, la loi sur les lanceurs d'alerte relève du président du Conseil du Trésor. Est-ce que, aujourd'hui, pour rassurer et la population et les plus de 73 000 fonctionnaires qui sont au gouvernement du Québec au service de la population, est-ce que le président du Conseil du Trésor s'engage à rendre publique toute la démarche, la documentation, les conclusions afférentes et Monsieur le président du Conseil, Monsieur le leader du gouvernement. Monsieur le Président, le député de Lapinière sait très bien que la protectrice du citoyen est souveraine dans son exercice de son pouvoir. Hier, ce que le ministre de l'Agriculture a fait, c'est, en toute transparence, de demander à ce que la protectrice du citoyen fasse la lumière sur le dossier. Parce que le ministre de l'Agriculture, il l'a dit très clairement aux Québécois hier, qu'il avait fait une erreur dans le choix de ses mots qu'il avait dit lors de la mêlée de presse auquel il a assisté. Cela étant dit, dans le souci de faire la lumière sur le dossier, pour s'assurer que la situation qui s'est déroulée avec M. Louis Robert a été faite en fonction des règles administratives et applicables, en tout respect des règles de droit en matière du travail, la protectrice du citoyen va pouvoir faire la lumière là-dessus. Question principale, Madame la députée de Saint-Laurent. Monsieur le Président, le 28 novembre dernier, le ministre de l'Éducation a demandé aux 68 commissions scolaires de dresser un portrait de la situation afin d'aller de l'avant avec son projet de maternelle 4 ans mur à mur. La réponse, le premier ministre va l'aimer, c'est un beau chiffron, un vrai chiffron, 0. Il n'y en a pas de place, nulle part à Montréal. Monsieur le Président, ce n'est pas la première fois que les commissions scolaires tendent la main au nouveau ministre de l'Éducation dans l'espoir d'être entendus. Quand elles avisent le gouvernement de contraintes majeures, c'est dans une optique de travailler en collaboration et de trouver des solutions. Le ministre aura beau dire qu'il veut trouver de façon originale
pour créer des nouvelles classes de maternelle 4 ans, il doit d'abord et avant tout accepter cette main qui lui est tendue par son propre réseau qui comprend mieux que quiconque quels sont les véritables besoins. Monsieur le Président, est-ce que le ministre de l'Éducation peut aujourd'hui déposer le résultat de ce sondage secret qu'il a fait avec les commissions scolaires? Monsieur le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Monsieur le Président, il y avait peut-être un 0, mais il y avait un 1 devant. Ça fait 10. À Montréal, il y aura minimum, enfin, on nous a dit qu'il y avait de la place pour minimum 10 classes de prématernelle 4 ans. Il y en aura au moins 200 qui seront ouvertes à la grandeur du Québec dès septembre prochain. 200 en une année, c'est quand même pas mal, considérant qu'en 6 ans, les précédents gouvernements en ont mis moins de 400. Là. Quelque chose comme 66 par année. Nous, on va aller à 200. L'année prochaine, il y en aura plus. L'année prochaine, il y en aura plus. L'idée, là, c'est pas compliqué, c'est de tenir notre engagement. C'est d'offrir aux parents une nouvelle opportunité, d'offrir aux parents le choix entre les services de garde que l'on connaît, les CPE et tous les autres services de garde, et la prématernelle 4 ans dans un délai de 5 ans. Ça ne veut pas dire que tout le monde va se faire ce choix-là, mais je pense que plusieurs parents pourront choisir la prématernelle 4 ans. Pourquoi? Bien, parce qu'on aura bâti des écoles et offert ce choix. Première complémentaire, Madame la députée de Saint-Laurent. Monsieur le Président, je comprends que le ministre n'est en poste que depuis le 1er octobre dernier à titre de ministre et qu'il a ciblé sa priorité et ses besoins maternelle 4 ans. Mais est-ce qu'il veut écouter son réseau? Le 23 janvier dernier, le ministre de l'Éducation a envoyé une lettre aux commissions scolaires leur demandant de transformer leurs projets existants, qui sont déjà identifiés et aussi autorisés, pour être sûr d'avoir des maternelles 4 ans. On veut tellement avoir des maternelles 4 ans, même s'ils ne sont pas remplis, ça nous en prend. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'on va sacrifier, quel laboratoire informatique, quelle classe de musique. Monsieur le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Monsieur le Président, c'est vrai que j'ai envoyé cette lettre. Je ne suis pas certain qu'elle a bien compris, parce que ce que ça disait, c'est les demandes d'agrandissement, les demandes de construction qui ont été autorisées au cours des dernières années, parce que c'était très long de bâtir des écoles. Sous les gouvernements précédents, là, 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'était long. Bien, ces projets-là sont encore à l'étape des plans et devis. Bien, ce que je leur ai dit, c'est, mon Dieu, soyons proactifs, intégrons de nouvelles places, agrandissons ces écoles-là tout de suite, plutôt que de les bâtir trop petites, on va les bâtir assez grandes. Il me semble que c'est des belles façons, ça. Il me semble que c'est être créatif. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Saint-Laurent. Créatif ou vraiment obsédé, hein? Parce qu'on comprend que le premier ministre a mis son siège là-dessus. Alors, pour les maternelles 4 ans, qu'est-ce qu'on sacrifie? La classe de récréation, le gymnase, le laboratoire informatique, la salle de musique, bref, une 3e année? J'aimerais vraiment savoir quel est le plan, parce que jusqu'à ce jour, nous n'avons pas le plan. Mais puisque vous semblez savoir tellement de choses, nous, on apprend aujourd'hui dans les médias, parce que c'est dans la presse, qu'une lettre a été envoyée. Pour le bénéfice pour mes collègues, ainsi que par preuve de transparence, je dépose cette lettre. Consentement pour le dépôt du document. Consentement. Monsieur le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Pas de problème à ce que ma collègue dépose la lettre. Et je pense qu'elle n'a pas saisi. Là. Ce qu'on a dit, c'est que les projets autorisés les années passées, eh bien, agrandissez-les. On va accepter vos demandes d'agrandissement. On va accepter vos demandes d'avoir de l'ambition, des écoles encore plus grandes, plus belles, parce que oui, on va bâtir des belles écoles, Monsieur le Président. On ne va pas sacrifier l'informatique ou la bibliothèque pour faire des classes de prématernelle 4 ans. Au lieu de faire une 15 classes, 3 maternelles, on va bâtir, supposons, une 18 classes, 3 maternelles et 3 prématernelles. Il suffit de voir un petit peu plus grand, puis tout devient possible. Vous allez voir. S'il vous plaît. Question principale, Monsieur le chef du 2e groupe d'opposition. Le national s'est exprimé unanimement en faveur d'une motion du Parti québécois pour un rapport d'impôt unique administré par Québec. Le premier ministre du Québec a porté ce consensus de tous les partis devant le gouvernement fédéral. C'est son rôle. La réponse du gouvernement du Canada a un non catégorique. Pourtant, les conditions devraient être favorables. On est en année électorale à Ottawa. Le gouvernement du Québec vient d'être élu. Même dans une situation idéale pour obtenir un gain pour le Québec, le gouvernement canadien a fermé la porte au premier ministre du Québec. Ça s'ajoute au refus répété d'accorder la juste part à la DEVI, au lancement d'une commission pan-canadienne de valeurs mobilières, au refus de rembourser pleinement le Québec pour l'accueil des réfugiés sur le chemin Roxham. Maintenant que le Canada nous a dit non, je demande au premier ministre, on fait quoi? Comment est-ce que le premier ministre du Québec va faire pour obtenir un rapport d'impôt unique
pour les Québécois et Québécoises. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, même si le Parti québécois était d'accord avec un rapport d'impôt unique, c'était même avant l'ADQ qui était d'accord aussi avec cette proposition. Par contre, je ne me rappelle pas, pendant les 18 mois au pouvoir du Parti québécois, d'avoir vu beaucoup de batailles avec Ottawa pour avoir un rapport d'impôt unique. Monsieur le Président, il y a une élection fédérale cet automne. Les différents partis fédéraux auront l'occasion de faire des propositions aux Québécois. Ce qui est clair, c'est qu'il y aurait des économies importantes à faire à avoir un seul rapport d'impôt, des économies pour les gouvernements, mais aussi une facilité pour les individus et les entreprises. Donc, je compte bien, au cours des prochaines semaines, des prochains mois, réexpliquer à chacun des chefs de parti au fédéral l'à propos d'avoir un rapport d'impôt unique géré par le Québec. Je pense que c'est consensuel, c'est unanime. Même l'ancien ministre des Finances, on ne sait pas s'il va être candidat au fédéral, mais il est d'accord avec ça. Il est d'accord avec ça. Donc, si jamais il est candidat au fédéral, on pourra s'en jaser. Première complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, le premier ministre a dit que c'était réconcilié avec le Canada. Cette réconciliation, mais elle est à sens unique. Il y a un sondage il y a 2 semaines qui nous disait clairement que le reste du Canada est hostile au Québec. Devant cette hostilité, devant les refus répétés du gouvernement du Canada à nos demandes, est-ce que le premier ministre peut nous dire, est-ce qu'il croit toujours qu'on peut faire des gains pour le Québec au sein du Canada? Sur quoi se fonde son espoir? Monsieur le premier ministre. Oui, Monsieur le Président, on a plusieurs discussions actuellement avec le gouvernement du Canada. Il y aura peut-être un changement de gouvernement au Canada l'automne prochain. Donc, durant l'année 2019, on va parler à tous les partis politiques au fédéral. Puis oui, il y a des gains à faire. On a préparé un document. On voudrait avoir plus de pouvoir en immigration. Vous savez quoi? Le gouvernement a déjà réussi, le gouvernement du Québec, à obtenir plus de pouvoir en immigration. Donc, pourquoi on ne pourrait pas y arriver? Pourquoi le chef de la deuxième opposition baisse les bras? Deuxième complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, je ne sais toujours pas pourquoi le premier ministre s'est réconcilié avec le Canada, pourquoi il est confortable avec le Canada, pourquoi il y a de l'espoir dans le Canada. Quand il parle de ça, il est un peu mal à l'aise. J'aimerais ça qu'il explique aux Québécois sur quoi se fonde son espoir, qu'on va faire des gains à l'intérieur du Canada avec tous les refus qu'il y a jusqu'à maintenant dans les meilleures conditions possibles. Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, la plupart des analystes nous disent que probablement que la prochaine élection fédérale va jouer au Québec. Donc, ça va être très important pour les différents partis qui se présentent à l'élection fédérale de respecter la volonté des Québécois. Les Québécois souhaiteraient que, par exemple, le Québec continue de faire des gains en matière d'immigration. Actuellement, le Québec choisit 60 des immigrants, les immigrants économiques. On voudrait aller plus loin. Moi, j'ai confiance qu'on va y arriver parce que nous, on est de bonne foi dans nos négociations avec Ottawa. Question principale, Madame la chef du troisième groupe d'opposition. Merci, Monsieur le Président. Les Québécois et Québécoises ont été vraiment choqués par le congédiement de M. Robert, vous le savez. Pendant que dans plusieurs pays du monde, on fait des lois pour protéger les lanceurs d'alerte, ici au Québec, bien, on les congédie. Pourquoi? Bien, parce que l'information partagée est une information d'intérêt public, mais malheureusement, elle ne plaisait pas du tout au lobby de l'industrie des pesticides. Le ministre de l'Agriculture nous a confondus avec ces différentes versions. Quand la CAQ était dans l'opposition l'an dernier, qu'on discutait du projet de loi pour défendre les droits des lanceurs d'alerte, la CAQ était avec nous pour dire qu'il fallait absolument défendre ces personnes-là. Pourquoi? Parce que dans les faits, ils étaient des chiens de garde de différentes informations qui sont d'intérêt public. Alors, dans toutes ces différentes versions de la vision du premier ministre sur la question, soit amenée par son ministre de l'Agriculture ou soit portée pour défendre les droits des lanceurs d'alerte,
quelle est finalement la version que retient notre premier ministre? Monsieur le Premier ministre. Oui, Monsieur le Président. Effectivement, en 2017, il y a une loi qui a été adoptée pour protéger les lanceurs d'alerte. Et de notre côté, on trouvait qu'on n'allait pas assez loin. Donc, on va regarder pour aller plus loin. Maintenant, il y a eu une décision administrative qui a été prise par un sous-ministre de congédier un employé malgré cette loi. Donc, évidemment, là, ça pose des questions et c'est pour ça qu'on a demandé à la protectrice du citoyen d'évaluer les raisons qui justifient ou non ce congédiement. Donc, je pense que c'est important d'aller au fond du dossier. C'est ce qu'on va faire. Première complémentaire, Madame la chef du troisième groupe d'opposition. Oui, Monsieur le Président, en fait, la vérité, c'est que tout ça était prévisible. La loi telle qu'elle a été écrite, telle qu'elle a été adoptée, et en partie avec l'accord de la Coalition Avenir Québec, ne donne pas le droit aux lanceurs d'alerte de pouvoir aller directement aux médias. Il est là le problème. Et vous le savez. Alors, ma question au premier ministre, c'est puisqu'il veut protéger lui aussi les lanceurs d'alerte, est-il prêt à réouvrir cette loi et la rendre juste? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, on n'exclut pas de le faire à ce moment-ci. Allons voir comment la protectrice du citoyen évalue ce congédiement. Mais moi, je veux rassurer la chef du troisième groupe d'opposition. Moi, je ne dois rien au lobby, je ne dois rien aux compagnies de pesticides. Et oui, on va continuer de défendre les lanceurs d'alerte, mais est-ce qu'on peut penser qu'un sous-ministre qui n'a pas été nommé par la CAQ, là, qui a été nommé par les libéraux, a pris une décision et cette personne-là pense que la décision est justifiée? On va avoir un examen de cette décision par la protectrice du citoyen. Donc, soyons patients. Deuxième complémentaire, Madame la chef du troisième groupe d'opposition. Alors, écoutez, je pense que c'est un peu fondamental. Si effectivement on reconnaît qu'il y a du cafouillage, on n'est pas sûr, est-ce que le premier ministre, en plus de réouvrir cette loi-là et demander à votre ministre responsable de l'informatique, il va vous le dire, on était assis côte à côte et lorsqu'il a été question des médias, on savait ce qui allait arriver. Et l'exemple est là. Alors, est-ce que, puisque l'employé n'a pas à payer pour ça, le premier ministre peut s'assurer au moins qu'il va être réintégré? Le Premier ministre. Monsieur le Président, la chef du troisième groupe d'opposition voudrait, du deuxième groupe d'opposition, pardon. Troisième? Troisième, excusez, troisième. Ça a failli aller d'un côté. Elle voudrait qu'on arrive à la conclusion avant d'avoir le rapport de la protectrice du citoyen. Pourquoi elle ne fait pas confiance à la protectrice du citoyen pour nous dire, bien, voici les arguments pour défendre le sous-ministre, voici les arguments pour défendre l'agronome. Pourquoi ne pas attendre qu'une personne indépendante, nommée aux 2/3 de l'Assemblée, nous donne son rapport? Pourquoi conclure à sa place? Moi, je vais attendre d'avoir le rapport de la protectrice du citoyen. Question principale, Monsieur le député de Pontiac. Merci, M. le Président. En décembre, le gouvernement présentait le projet de loi sur le cannabis et immédiatement, le ministre indiquait qu'il voulait absolument adopter sa loi en mars. Depuis, rien. Pas d'audition en janvier, rien n'était prévu en février et on se demandait pourquoi le gouvernement transformait son empressement en immobilisme. Jusqu'à ce matin. Ce matin, on a compris. Le gouvernement a déposé une motion pour limiter la consultation, pour réduire le nombre de groupes à entendre. Des groupes sur lesquels nous nous étions tous entendus. Le PQ voulait, à raison, entendre la Fédération des policiers municipaux. Hier, tout le monde était d'accord. Aujourd'hui, pas question. Nous voulions entendre la Fédération des cégeps. Hier, tout le monde était d'accord. Aujourd'hui, pas question. Monsieur le Président, le gouvernement a déposé un projet de loi qui va avoir un vrai impact, un impact qui n'est pas banal sur les cégeps, les étudiants, les propriétaires de logements, les policiers. Pourquoi il dit non à ces groupes? Pourquoi il arrête le débat avant même de commencer? Monsieur le leader du gouvernement. Monsieur le Président, j'invite le député de Pontiac à avoir une conversation avec le leader de l'opposition officielle, le député de Jean Talon, relativement à la tenue des consultations. Parce que vous savez, Monsieur le Président, j'ai voulu, à titre de leader du gouvernement, que le Parlement fonctionne. Et je pense que le gouvernement a démontré, en reconnaissant
à la fois le Parti québécois comme deuxième groupe d'opposition et à la fois comme Québec solidaire comme troisième groupe d'opposition, qu'on était dans une optique de collaboration pour faire fonctionner le Parlement. Rien dans le règlement nous obligeait à reconnaître les formations politiques et tous ensemble, on l'a fait pour donner les moyens à chacun des députés d'opposition notamment de réussir à faire son travail. J'arrive sur la question des consultations. Depuis le mois de décembre, Monsieur le Président, nous tentons d'arriver à une entente pour fixer les consultations, les auditions particulières, telles que me l'a demandé le leader de l'opposition officielle. Or, je dois dire que lorsqu'on négocie, Monsieur le Président, et qu'il y a énormément d'échanges, énormément de propositions qui ont été faites du côté du gouvernement pour tenter d'accommoder à la fois le Parti libéral, à la fois le Parti québécois, à la fois Québec solidaire, et qu'on se bute à un refus de la part du Parti libéral de collaborer, de faire fonctionner ce Parlement. Parce que les Québécois vous ont envoyé un message. Ils ont dit qu'ils étaient tannés de l'arrogance libérale. Il faut que ça cesse et je vous invite à collaborer avec nous. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Première complémentaire. La parole appartient. S'il vous plaît, tout le monde. Je vous demande, s'il vous plaît, on se calme un peu. La parole appartient seulement au député de Pontiac pour sa complémentaire. 2003, Monsieur le Président. En 2003, moi, je terminais l'université et le leader du gouvernement commençait à peine son cégep. En 2003, les expos étaient encore à Montréal et Wilfred Leboutillier gagnait Star Academy, Monsieur le Président. Mais 2003, c'est surtout la dernière fois où une telle motion a été invoquée, où une telle motion pour contourner la démocratie parlementaire a été présentée dans cette Assemblée. Des centaines de parlementaires sont passés par l'Assemblée nationale et, au cours de leur carrière, n'ont jamais vu une manœuvre comme celle-là. Pourquoi une telle censure? Monsieur le leader du gouvernement. Monsieur le Président, je rappellerai au député de Pontiac que mon prédécesseur, l'ancien ministre des Relations canadiennes, l'ancien député de Saint-Laurent, avait inscrit également une motion au feuilleton à la dernière session de la dernière législature que nous avons eue, la 41e législature. D'ici le moment où la motion sera votée par cette Assemblée, j'invite le député de Pontiac et j'invite le leader de l'opposition officielle à faire preuve de collaboration avec l'ensemble des formations politiques. Écoutez, Monsieur le Président, à la fois le député de Pontiac, le député de Jean Talon, mon numéro de téléphone, je suis rejoignable 24 heures sur 24. S'il souhaite régler cette question-là, s'il souhaite que le Parlement fonctionne, je suis disponible. Il faut qu'ils fassent leur bout de chemin. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Pontiac. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Le leader a choisi de faire exactement le contraire de ce que son premier ministre lui dit. Son chef lui demande d'éviter de regarder de haut les inquiétudes légitimes de la population. Aujourd'hui, le leader très clairement regarde de haut les corps policiers, les cégeps, les étudiants, les propriétaires de logements et refuse d'entendre leur point de vue. Pourquoi? Pour en finir le plus tôt possible avec son projet de loi, va-t-il avouer que c'est un premier pas vers son bâillon? Monsieur le leader du gouvernement. Monsieur le Président, le député de Pontiac nie-t-il qu'il y a eu plusieurs échanges avec le gouvernement? Nie-t-il que c'est le Parti libéral qui refuse de donner son consentement à la motion alors qu'on avait une entente à la fois avec Québec solidaire et le Parti québécois? Nie-t-il que c'est le Parti libéral qui fait en sorte de freiner les consultations? Nie-t-il que c'est le fait que le Parti libéral, par son refus, par le fait qu'il refuse de collaborer et qui refuse de faire fonctionner le Parlement, qu'on se retrouve à cette situation-ci, à la première semaine du début de la session parlementaire, où on n'a pas pu commencer à étudier le projet de loi sur le cannabis. Parce que vous savez, dans la question du projet de loi sur le cannabis, il y a des questions très importantes, notamment l'âge légal pour consommer et la protection des enfants. Alors, j'espère que le député de Pontiac va mettre de l'eau dans son vin. Question principale, Monsieur le député de Jonquière. Oui, Monsieur le Président. À la COP22 de Marrakech en 2016, le Parti québécois avait déjà proposé que le Québec adopte une loi cadre pour respecter ses obligations de réduction des émissions de gaz à effet de serre auxquelles il s'est engagé en 2015. Depuis, l'idée a fait son chemin. En décembre, le groupe Le Pacte a proposé un projet de loi en ce sens. Cette proposition de projet de loi est toute prête à être adoptée. Des scientifiques et des éditorialistes ont appuyé cette proposition. Hier, 6 anciens ministres de l'Environnement de différents partis politiques ont appuyé l'idée d'une loi anti-déficit climatique. À l'Assemblée nationale, les 3 partis d'opposition sont favorables à une telle loi. Hier, le nouveau ministre de l'Environnement a ouvert la porte à tenir compte du projet de loi. Royaume-Uni, la France, le Danemark, l'Allemagne, la Suède, par exemple, ont déjà des lois semblables. Si le gouvernement croit vraiment à l'importance de respecter ses engagements, quels qu'ils soient, pourquoi ce ne serait pas vrai aussi en matière de lutte contre la crise climatique? Monsieur le ministre de l'Environnement.
Merci, collègue, pour sa question. La lettre ouverte hier est certainement une initiative à saluer. On encourage justement les citoyens à s'impliquer dans le dossier. Et M. Champagne, qui a porté le dossier ces dernières semaines, a aussi été rencontré à 2 reprises pour ma part au cours des derniers jours. Ce qu'on a convenu, lui et moi, c'est de maintenir le canal de communication ouvert. Ce que j'ai eu l'occasion de lui mentionner également, c'est que la loi actuelle, la réglementation actuelle nous donne toute la latitude nécessaire pour pouvoir rencontrer nos obligations climatiques par rapport aux engagements internationaux pris. Donc, si actuellement, nous n'avons pas atteint nos objectifs, si nous n'avons pas respecté notre parole, ce n'est pas parce que la réglementation ou la législation est déficiente, c'est parce que l'administration précédente n'avait pas la volonté politique pour pouvoir respecter ses engagements. Donc, on n'est pas fermé à l'idée, mais dans un premier temps, notre priorité sera de mettre en place des actions concrètes pour faire la différence en matière de protection de l'environnement et réduire notre émission de gaz à effet de serre. Première complémentaire, M. le député Jonquière. Oui, Monsieur le Président, écouter, encourager, c'est pas assez. En matière de crise climatique, il faut passer à l'action. Je comprends que le ministre dit qu'il n'est pas fermé à l'idée. Le Parti québécois a pris l'engagement de déposer un tel projet de loi si le gouvernement ne le fait pas. On sait déjà que les 2 autres partis d'opposition sont d'accord, sont favorables au principe. Le gouvernement peut-il au moins accepter qu'on étudie en commission parlementaire un tel projet de loi lorsqu'il sera déposé? Monsieur le ministre de l'Environnement. Actuellement, il n'y a pas de projet de loi déposé en ce sens. Ce que je peux prendre comme engagement, par contre, c'est que notre priorité sera d'adopter des principes et des actions pragmatiques. C'est un petit peu la couleur de la CAQ. Donc, très rapidement, on va vouloir répondre à des problèmes qui n'ont pas trouvé de solution au cours des dernières années, que ce soit au niveau de la gestion des matières résiduelles, que ce soit même au niveau des matières organiques. Il y a des engagements qui avaient été pris par les administrations précédentes. Malheureusement, aucun moyen n'a été donné et aucune volonté politique n'a été manifestée pour respecter nos engagements. Deuxième complémentaire, M. le député Jonquière. Oui, je vais vous lire une citation. « La survie de notre planète est en jeu et je ne peux pas ignorer ce défi de l'urgence climatique et continuer de regarder mes 2 fils dans les yeux. L'audace dans ce domaine consiste à regarder la réalité en face, à nous retrousser les manches malgré l'ampleur colossale du défi qu'on a devant nous. » C'est le premier ministre qui a dit ça le 28 novembre. Le Québec a interdit par une loi les déficits budgétaires en 1996. Le premier ministre ne trouve-t-il pas que l'audace, aujourd'hui, c'est d'adopter une loi pour interdire le déficit climatique? Monsieur le ministre de l'Environnement. Je fais d'ailleurs mienne la déclaration du premier ministre, à l'exception que je n'ai pas 2 enfants, mais 3 dans mon cas, et je leur fais cette même promesse de pouvoir les regarder dans les yeux et leur dire oui, ce souci-là, à la CAQ, il est primordial. On a réellement un gros défi auquel faire face. D'ailleurs, la collaboration qui est celle des 6 anciens ministres, l'invitation elle est lancée à l'ensemble des partenaires et des parlementaires. Ici, travaillons ensemble justement pour arriver à des solutions pragmatiques. Déjà, le cadre actuel réglementaire et législatif le permet amplement. Question principale, Madame la députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Merci, Monsieur le Président. L'agronome Louis Robert est devenu une cible pour le gouvernement. Tout cela parce qu'il a dénoncé des tentatives d'intimidation au sérum. Quand un scientifique au service de l'État veut protéger l'intérêt public, il se fait pourchasser par le gouvernement. J'ai reçu plusieurs demandes de pétition qui demandaient que M. Robert soit réembauché. Il est un chercheur très apprécié par ses pairs et une sommité dans son domaine. Monsieur le Président, le fond du problème, c'est l'ingérence des entreprises privées dans l'État du Québec. C'est l'influence des lobbies, le problème. Est-ce que le ministre de l'Agriculture s'inquiète de l'influence des entreprises privées dans la recherche sur les pesticides au Québec? Monsieur le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Monsieur le Président, ce que je peux répondre à ma collègue, c'est dans tout le dossier qui touche le sérum et puis les pesticides, elle peut être assurée que toutes les actions que nous allons prendre seront dans l'intérêt des Québécois. Le premier objectif qui va dicter nos actions, c'est l'intérêt des Québécois, Monsieur le Président. Première complémentaire, Madame la députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Monsieur le Président, c'est pas Québec solidaire qui a inventé l'influence du privé dans le domaine de l'agriculture. L'ancien ministre de l'Agriculture, Pierre Paradis, l'avait admis et je cite « Monsanto est plus puissant que le gouvernement du Québec ».
Il est de la responsabilité du ministre de l'Agriculture de protéger la santé et la sécurité des Québécoises et des Québécois, et pour cela, il se doit de protéger nos scientifiques. Quel est le plan d'action du ministre pour protéger les scientifiques comme M. Robert? Monsieur le ministre de l'Agriculture, Pêcherie et Alimentation. Monsieur le Président, d'abord, dans le dossier de M. Robert, il y a plusieurs questions qui sont posées. On a pris acte de ces questions-là. Il est très important que ces questions-là soient répondues. Alors, j'ai demandé à la protectrice du citoyen de faire enquête pour faire la lumière complète sur le dossier pour que toutes les questions soient répondues. Pour ce qui touche le sérum, il est entendu que toutes les actions que nous allons prendre en lien avec le sérum seront dictées par une chose, l'intérêt des Québécois, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Monsieur le Président, plusieurs producteurs agricoles m'ont interpellé. Ils sont inquiets de la situation et ils ont raison de l'être. Lorsqu'on parle de pesticides, c'est d'abord leur propre santé et la santé de leur terre qui est en jeu. Depuis une semaine, le ministre est plus occupé à peaufiner ses lignes de communication plutôt que de rassurer le milieu agricole. Quelle est la priorité du ministre? Protéger sa réputation ou protéger les agriculteurs du Québec? Monsieur le ministre de l'Agriculture, Pêcherie, Alimentation. Monsieur le Président, je veux vous rassurer ma collègue que ma priorité, c'est de donner des réponses aux Québécois, que les Québécois et les Québécoises aient des réponses claires aux questions qu'ils se posent. Et pour y arriver, j'ai demandé à la protectrice du citoyen de faire une enquête pour faire toute la lumière dans ce dossier-là, pour que toutes les questions qui sont posées soient répondues, Monsieur le Président. Question principale, Madame la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Merci, Monsieur le Président. Alors, pour assurer le développement économique de toutes les régions du Québec, il faut impérativement avoir accès à Internet haute vitesse. Alors que ce soit en Abitibi, dans les Laurentides, au Lac-Saint-Jean, les entrepreneurs ont besoin d'Internet haute vitesse efficace pour garantir leurs exportations, pour les liens avec les clients, pour la vitalité des régions. 4 mois, Monsieur le Président. 4 mois que ça aura pris à la CAQ pour reculer sur une de leurs propositions majeures. Tout à l'heure, le ministre de l'Éducation disait « Il suffit de voir grand et tout devient possible ». Mais je pense que le député de Harford n'a pas lu le mémo. Parce qu'aujourd'hui, il dit que ce ne sera plus 2022 pour atteindre les objectifs, mais 2024 ou peut-être même 2025. Est-ce que le ministre de l'Économie peut se lever et nous dire quand est-ce que les projets de Québec branchés seront complétés? Et est-ce que le ministre s'engage à déposer ici l'échéancier pour l'ensemble des projets? Monsieur le ministre de l'Économie. Monsieur le Président, je voudrais rassurer ma collègue que nous allons respecter notre engagement. Et notre intention est de connecter toutes les régions du Québec avant la fin du mandat. Maintenant, il faut comprendre la logistique. On a 1,1 milliard de dollars à dépenser dans les prochains 4 ans, en sus du 200 millions de Québec branché 1. Et on s'est engagé avec le ministère de faire présentement toute l'évaluation des régions, les projets. Et nous serons en mesure, probablement d'ici un mois et demi, à demander des soumissions à tous les compagnies qui vont vouloir travailler avec nous, parce qu'il faut comprendre que le 1,1 milliard va être financé par 3 éléments. Le provincial, le fédéral et le privé. Le 400 millions qu'on a établi dans notre cadre financier, à ce moment-ci, semble le montant adéquat pour respecter nos engagements. Alors, je pense que d'ici quelques mois plus tard, nous aurons toute l'évaluation, la couverture qui doit être faite au Québec, et on est confiant qu'on va pouvoir respecter notre engagement parce qu'on peut le maintenir. Première complémentaire, Madame la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Monsieur le Président, je suis très contente de constater qu'on parle du financement des projets d'Internet haute vitesse. La CAQ compte investir, comme il disait, 400 millions, peut-être même plus, 450 millions, c'est ce qu'on entend. Mais surtout, la CAQ dit que le fédéral et les entreprises vont faire des investissements pour un total de 1,1 milliard. Alors, ma question est simple au ministre de l'Économie. Y a-t-il eu une discussion avec son homologue au fédéral? Et est-ce qu'il peut nous confirmer les montants que le fédéral est prêt à mettre? Monsieur le ministre de l'Économie et de l'Innovation. Monsieur le Président, nous sommes en discussion avec plusieurs collègues au fédéral et il faut comprendre que le programme de connexion canadien a été établi par le fédéral et le Québec branché, ça rime avec le programme du fédéral. Alors, le fédéral est en attente de notre démarchage, de voir quelles sont les régions, quels sont les projets qui doivent être financés. Et le cadre financier du gouvernement fédéral, ça rime au nôtre. Le budget va être déposé dans leur cas en mars et nous sommes en discussion avec plusieurs ministres du fédéral. La négociation n'est pas terminée. Évidemment, on veut avoir un appariement complet avec nos engagements, donc 400 plus 400. Donc, ça va résumer que le privé va pouvoir financer la différence. Et à ce stade-ci, le 1,1 milliard et le 400 millions nous semblent des montants raisonnables. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Vous savez, Monsieur le Président, le premier ministre se targue d'être un deal-maker.
Alors, un deal-maker à Davos, mais qui a ramené 0 deal. Un deal-maker sur le rapport d'impôt unique, mais au final, 0 deal. Alors, est-ce que ce que nous allons voir dans le type de deal de l'Internet haute vitesse, c'est la même chose, c'est ce type de deal? Monsieur le ministre de l'Économie et de l'Innovation. Ma collègue ne comprend pas comment fonctionnent les transactions parce que de passer... S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. La période de questions... S'il vous plaît. La période de questions s'achève. Monsieur le député de la Pinière, je vous entends très bien. La période de questions s'achève. Merci. Réponse. Le ministre de l'Économie et de l'Innovation. De penser qu'on peut faire un voyage à Davos et pouvoir annoncer un programme ou en faire des annonces, ce n'était pas l'agenda. L'agenda que nous avions, c'est de rencontrer, à Paris d'ailleurs, plusieurs CEO de grandes sociétés européennes. On a rencontré une vingtaine. C'est des projets qui vont prendre quelques années. Et de penser qu'on va à Davos, on rencontre du monde, on fait des annonces, comme on a vu dans le passé, ce n'est pas l'agenda que nous avions. Alors, je suis très confortable, très confiant que nos relations que nous avons bâties là-bas vont porter fruits. Et en fait, on a vendu le Québec d'une bonne façon. Terminant. Question principale. Monsieur le député de Néligan. Merci, Monsieur le Président. Le gouvernement s'était présenté lors de la campagne électorale comme un parti de l'économie, un parti des régions. Jusqu'à maintenant, les actions du gouvernement ne laissent que très peu de place pour les régions de rêver de développement économique. Le gouvernement de notre formation politique avait mis en place un financement pour faciliter, pour démocratiser cette innovation. Aujourd'hui, on entend que ce financement est en latence. On ne sait plus trop s'il sera reconduit, s'il demeure disponible. Alors ma question à la ministre est simple. Est-ce que la ministre met la hache dans le financement aux initiatives régionales d'innovation pour répondre simplement à la demande du Premier ministre de générer des gains d'efficacité dans les ministères, ou simplement parce que la ministre ne croit pas au développement régional par l'initiative individuelle? Madame la ministre déléguée au développement régional. De Néligan pour cette question. Nous avons reçu un mandat fort des citoyens du Québec contre le gaspillage de fonds publics. Je pense que dans ce dossier-là, je trouve ironique que les libéraux osent faire la leçon alors que pendant 15 ans, ils ont osé saccager et abandonner les régions du Québec. À quelques mois des élections seulement, au mois de février dernier, on a annoncé en grande pompe les pôles d'innovation sans avoir d'orientation et de vision dans ce projet. Les coûts reliés au lac à l'épaule du dossier dont il est question étaient injustifiables. Ce que je comprends du député, c'est qu'il essaie de justifier l'injustifiable. Les Québécois s'attendent que leur argent serve à financer le développement économique des régions, pas des partis. Nous entendons prochainement réviser la mesure encadrant la création des pôles d'innovation et le réseau national. Complémentaire, Monsieur le député de Néligan. Je comprends que la ministre souhaite dévier l'attention de la situation actuelle. Mais moi, je souhaite pour ma part me concentrer sur la réalité des régions et non pas d'une activité spécifique. En ce moment, Monsieur le Président, 6 régions ont reçu le financement pour aider le développement des entreprises et d'innovation et d'initiatives innovantes. 6 sur 18. En ce moment, la ministre dit aux 12 régions qui n'ont pas reçu « Prenez votre mal en patience, on verra ». Alors, je pose la question à la ministre. Madame la ministre au Développement régional. Notre engagement est clair pour les régions. Nous allons faire bon usage des fonds publics. L'ancien gouvernement a semé la confusion en ce qui a trait aux régions en coupant les CLD, les CRE, les forums jeunesse, en enlevant toute possibilité d'orientation pour les régions. Il y a la confusion en ce moment, puis on essaie juste de ramasser les pots cassés. C'est très complexe, donc il faut se donner le temps d'analyser ce qu'il y a à remettre en place. Deuxième complémentaire, s'il vous plaît. Deuxième complémentaire, le député de Néligan. Monsieur le Président, ce que je comprends, c'est que Madame la ministre envoie un signal négatif à l'ensemble des régions. Je lui donne des exemples. Le DJ à Montmorency, le pôle d'innovation de Laval, le pôle de l'innovation dans la Landière. Est-ce qu'il s'engage en cette Chambre à maintenir et pérenniser le financement destiné à l'innovation régionale qui démontre des résultats probants? Madame la ministre déléguée au développement économique régional. C'est difficile de démontrer des résultats probants puisque les activités de ces pôles ne sont pratiquement pas commencées. J'ai fait le tour de la Gaspésie du Bas-Saint-Laurent au cours des dernières semaines, puis j'ai pu constater le saccage et l'abandon des régions au Québec.
On a tout à recommencer. S'il vous plaît. On a tout à faire. S'il vous plaît. Notre gouvernement va s'organiser pour que les régions puissent retrouver les moyens de leurs ambitions. Il est temps d'avoir une réelle préoccupation pour les régions au Québec, Monsieur le Président. Question principale. Je reconnais le chef de la deuxième opposition. Non, c'est ça? Un chiffron, on est 10. Monsieur le Président, le premier ministre a choisi de changer sa ministre de l'Environnement parce qu'il considérait que c'était laborieux avec les journalistes. Le ministre de l'Agriculture est rendu avec 4 versions différentes et 7 contradictions. Je ne sais pas c'est quoi la différence entre toutes ces versions. Je lui propose d'en choisir une. La vérité, ça va nous éviter d'aller à la protectrice du citoyen. On en aura le cœur net. Quant à l'implication ou non du ministre, on a tendance à penser que la première version, la plus candide, est celle qui est vraiment la vérité. Monsieur le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Monsieur le Président, je ferai remarquer à mon collègue qu'ils ont demandé à la protectrice du citoyen, au même titre que l'opposition officielle, ont demandé à la protectrice du citoyen de prendre le mandat de faire la lumière. Il y a des questions qui se posent, qui doivent être répondues. Et la meilleure façon, Monsieur le Président, c'est que j'ai demandé à la protectrice du citoyen de faire enquête afin de faire toute la lumière dans ce dossier-là pour que toutes les questions que les Québécois et les Québécoises peuvent avoir soient répondues, Monsieur le Président. Cela met fin à la période de questions et de réponses orales.